Bonjour à tous mes frères. Au commencement, Dieu créa ceci. Et se rendant compte de son erreur, il décida de créer ceci. Le Kabar BK9. Bon, pour être un petit peu sérieux, en fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais fait une vraie revue sur ce couteau. J'en avais fait une il y a un peu plus d'un an où je le présentais avec des autres couteaux, etc. etc. J'avais fait quelques tests plus ou moins en nature, enfin au fond d'un jardin surtout. Donc je vais lui rendre grâce aujourd'hui parce que c'est vraiment, pour ceux qui cherchent un gros couteau, pas excessivement cher et vraiment efficace. Que ce soit dans la nature ou comme un couteau de combat, bon évidemment c'est vraiment pour un combat sur un champ de bataille, parce que là honnêtement quand on voit la taille qu'il fait. Le BK9 c'est vraiment une valeur extrêmement sûre. Alors aujourd'hui je vais le présenter avec son piggyback, le Kabar BK13 appelé Remora. C'est un petit couteau qui au départ était fourni avec le BK9 quand on l'achetait autrefois il y a quelques années. Seulement il était fabriqué en Chine et puis il était en acier 440 pourri, c'était une daube. Il était même vendu à part. Je crois qu'il est toujours vendu aux environs de 10 ou 11 euros. Mais honnêtement, ça valait pas la peine. Et puis là, du coup, Kabar a décidé de le ressortir. Enfin, ça fait quand même un certain temps maintenant. J'avais déjà fait une revue dessus, rapide. Ils l'ont ressorti en acier 1095, avec un revêtement un petit peu plus lisse que ce qu'ils mettent d'habitude d'ailleurs. Et en fait, ce couteau, il est destiné bon, à être porté comme tour de cou. C'est vraiment un tout petit couteau, hein, vous pouvez le constater. Mais surtout, il est destiné à être mis dans l'étui. C'est un piggyback, ce qu'on appelle un piggyback. Il a un petit emplacement spécifique dans l'étui du BK9, où vous le mettez en second couteau, enfin en piggyback, voilà. Et puis très discret. Et puis bon, vous l'oubliez, vous ne le ressortez que lorsque vous en avez besoin. Moi au départ, je trouvais que l'idée était super bonne. Sauf que quand j'ai acheté le mien, je me suis rendu compte que le Remora n'était plus fourni avec. Donc du coup, je l'ai acheté à part. Un petit peu cher, je trouve, mais bon, pour ce que c'est. Mais quand on achète du Kabar, de toute façon, on est obligé de payer un certain prix. Donc, pour parler de ces deux couteaux, je vais commencer d'abord par le BK9, qui, lui, mérite vraiment qu'on lui rende hommage, parce que c'est un super couteau. Il y a eu une multitude de vidéos qui ont été faites dessus. Il y a un maximum de gens aux États-Unis qui l'ont modifié pour enlever le revêtement sur la lame. Ça donne un résultat magnifique d'ailleurs, parce qu'un couteau de cette taille-là, avec une lame polie ou stonewash, c'est absolument magnifique, quoi. Il y en a beaucoup qui ont mis des plaquettes différentes, parce que c'est vrai que les plaquettes en Gravity de chez Kabar ont tendance à être un petit peu glissantes. Moi, j'ai résolu le problème. C'est pas mon idée. Hein. J'ai chopé cette idée sur, pareil, sur des sites américains. J'ai mis de la chambre à air autour et honnêtement, ça améliore grandement la prise en main. Ça colle au doigt, quoi, en fait. Ce qui fait comment dire, le grand succès de ce couteau, c'est pas forcément sa lame. C'est pas sa taille, c'est surtout la forme de sa poignée. Ça, c'est la grande réussite des BK, de toute la série BK. Ils ont pratiquement tous les mêmes poignets.
sauf les modèles plus petits, comme le BK16 par exemple. Mais enfin, en général, Ethan Becker, le fondateur de cette marque et le créateur de ces couteaux, qui est un vieux monsieur qui a passé beaucoup de temps dans la brousse et dans la forêt, passe beaucoup de temps à étudier ces couteaux. C'est pour ça qu'en général, ils sont pas extraordinaires comment dire, d'originalité, mais par contre, ils sont parfaitement bien étudiés. Et cette poignée là, c'est un bonheur mais intégral, quoi. Vraiment, pour toutes les mains. Moi, j'ai quand même des paluches. J'ai pas des doigts très longs, mais par contre, j'ai des mains assez larges. Et honnêtement, même quand vous avez des petites mains, quand vous avez les mains bien calées dans cette poignée là, c'est une tuerie, vraiment une tuerie. C'est un bonheur, ça part pas de la main, ça tient, on a la main bien calée, on est parfaitement en sécurité, on peut tout faire avec. Vous avez une rampe sur laquelle vous appuyez le pouce là, sur le dessus qui vous permet de faire vraiment des choses assez étonnantes. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait dessus, où je fais quelques exercices de coupe de bois. Mais j'ai quelques morceaux de bois que j'avais ramenés d'une de mes sorties dernièrement. Là. Et juste pour faire une petite démonstration de la finesse de coupe et surtout de la polyvalence de ce couteau. On peut vraiment faire des choses, extrêmement fines. Déjà, je vais virer celui-ci parce que bon, il est un peu sec depuis le temps, ce bois. C'est vraiment un couteau extrêmement polyvalent. Et c'est un redoutable chopper. Alors là, désolé si ça fait un peu de bruit. Mon support est un peu branlant. C'est vraiment... Vous voyez ? On peut faire du travail assez précis, assez fin. C'est vraiment... comment dire ? Il est très polyvalent. Bon, évidemment, c'est un grand couteau. Alors, à manier, c'est pas le couteau de camp que vous allez sortir en camping. Mais bon, il a tendance à être un peu effrayant. Oui, il est un peu trop sec, ce bois là. Ah, voilà, c'est mieux quand je m'appuie pas sur le support. Trop sec. Trop sec. Ah, j'ai peut-être un petit morceau un petit peu moins sec. C'est un petit bout de bois qui me sert à faire des petites encoches pour tester mes lames de couteau. Oh bah celui-là il a bien séché aussi. Ouais, trop sec. Bien trop sec. Enfin bref, c'est un couteau qui vraiment a énormément de qualité. Si vous cherchez un grand couteau simple d'utilisation avec une excellente prise en main, je vous le conseille. Alors au niveau des caractéristiques, bon, il suffit d'aller regarder les vidéos précédentes que j'avais fait. C'est quand même un couteau qui a des dimensions très généreuses. Il fait un peu plus de 23 cm de lame pour une longueur totale d'un peu plus de 37 cm.
Et avec une hauteur de lame de 4,5. Longueur de tranchant, quand même. Ah, il a un tranchant qui est très généreux aussi, 23 cm. 23 cm. C'est ça qui est bien avec cette gamme de chez Becker, comme le BK2, le BK7 et le BK10, je crois, qui sont sur les mêmes bases. Le BK10, le BK7 ont la même épaisseur de lame, mais avec des lames plus courtes. Le BK7 a, comment dire, une forme plus clip point, plus façon Bowie. Et puis le BK10, si mes souvenirs sont bons, c'est la même forme de lame, mais en plus courte. Voilà. Que je trouve pas très joli d'ailleurs, mais qui est très apprécié comme couteau de combat. Parce que, bon, plus facile à manier, plus facile à transporter, à dissimuler. Mais autrement, les mêmes caractéristiques, même acier, même épaisseur de lame. Vous pouvez voir le sigle BK et Kabar. Et puis, ben voilà, le BK9. Bon, c'est de l'acier 1095 Crovan. Alors, c'est une variante du 1085 classique. Moi, honnêtement, beaucoup de gens dans les commentaires me disent, bon, l'acier, le 1095 de chez SI est moins bon que le 1095 de chez Becker ou Kabar, qui est moins bon que le 1095 de chez Tops. Honnêtement, je ne suis pas un grand spécialiste de l'acier. Et au cours de mes sorties en nature, j'emmène beaucoup celui-ci, je l'aime vraiment bien. Au cours de mes sorties en nature, je ne remarque pas de différence majeure. De toute façon, moi, systématiquement, quand je rentre de sortie, je réaffûte mes couteaux. Donc, ils repassent tous à la pierre après. Et donc, voilà, comme ça, j'ai des couteaux qui sont toujours prêts et qui coupent parfaitement pour les fois suivantes. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Son épaisseur de lame, c'est une épaisseur de lame qui doit faire dans les... Alors, épaisseur de lame, voyons voir un peu. Une épaisseur de lame de 5 mm. 5 mm. Ceci dit, voilà, j'ai pas l'habitude de donner beaucoup de conseils sur les couteaux. Je suis pas, l'achat d'un couteau c'est très subjectif. Hein. On accroche d'abord pour sa gueule. Tous les goûts sont vraiment dans la nature. Il y a plein de gens qui sont pas du tout fans des couteaux que j'ai moi. Il y en a d'autres qui vont préférer des formes de style, comme par exemple de chez Wild Steer, ou des formes un peu plus torturées comme de chez Perrin, etc. etc. Bon, moi j'aime les formes assez simples et assez équilibrées. Maintenant, je trouve pas que celui-ci, c'est pas le... Waouh, on peut pas dire qu'il est d'une grande beauté. Il est même, je dirais même qu'il est assez laid. Quoi, je trouve qu'il est plus joli avec une lame polie. Un de ces quatre, il va falloir que je m'y mette et que je décape cette lame là. Maintenant, d'un autre côté, c'est un couteau qui est redoutable d'efficacité, mais vraiment. Tous les gens qui l'ont eu en main, vous pouvez regarder toutes les autres vidéos sur YouTube, tous ceux qui l'ont eu en main ne disent qu'une seule chose, ce couteau, c'est une tuerie. Voilà, c'est une tuerie. Vous partez avec ça en nature, et puis au pire avec un second couteau ou son piggyback, vous êtes tranquille, quoi. Vraiment, vous êtes tranquille. Il ne vous lâchera pas, il ne casse pas, il est super solide, vous pouvez lui en mettre plein la gueule, et en plus, il conserve son tranchant d'une façon assez étonnante. Vraiment, c'est un super couteau. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le genre de couteau que vous ne pouvez pas sortir n'importe quand. Il
faut être sûr de vous vraiment d'être dans une zone déserte, parce que dès que vous allez le sortir, vous allez faire fuir tout le monde. Maintenant, moi, à chaque fois que je l'emmène, et je l'emmène très souvent. Bon, maintenant j'ai le SI Joom-Glass que j'emmène un petit peu plus. Mais autrement, avant le SI Joom-Glass, j'emmenais surtout celui-ci, et celui-ci, voilà, c'est à chaque fois que je le ressors et que je vais me balader avec et que je l'utilise, je me dis, mais putain, pourquoi est-ce que je l'ai mis de côté, quoi? Pourquoi est-ce que je le prends pas plus souvent? En fait, c'est la réflexion qu'on se fait quand on a ce couteau, c'est merde, qu'est-ce qu'il est bon et qu'est-ce qu'il est efficace, quoi. Vraiment, rien à dire. Le manche, rien à dire. Jamais une ampoule, jamais rien du tout. On peut tout faire avec. Déjà, avec celui-ci, avec sa taille de lame, on n'a même pas besoin de se reculer sur le manche pour faire des coupes à la volée. Vous gardez le manche vraiment en pleine main, comme ça. Et puis, mais vous tapez, vous pouvez taper pendant des heures, ça marche. Le tranchant se tient super bien. Vos doigts ne risquent rien du tout. Il y a une bonne garde ici, là, et en plus, pour les coupes très très proches et très appuyées, vous avez la possibilité, quoi, encore une fois, je vais ressortir mon petit bâton. Vous pouvez vraiment vous approcher très près de la main. Et ça, c'est ce que j'apprécie. J'aime pas les couteaux avec un finger choil. Parce que justement, quand on veut faire des coupes en force, on se retrouve avec un bras de levier qui est trop important. Alors que là, si vraiment je veux forcer dessus, regardez, j'ai le tranchant. J'ai le tranchant qui est très proche de la main, là. Et là, je peux vraiment appuyer comme une bête, quoi. C'est vraiment... bon, bref. Sinon, voilà. Alors, en ce qui concerne l'étui de ce couteau, je dirais bien, sans plus. C'est un étui, bon, vraiment typé tactique, avec une sangle molle derrière, que vous pouvez, voilà. Alors, l'avantage de ce couteau, c'est qu'il peut être très facilement fixé sur un sac à dos. Vous avez un passant qui se défait comme ça avec un velcro et une pression comme ça, vous n'êtes pas obligé d'enlever votre ceinture pour pouvoir l'enfiler. Bon, ça c'est assez appréciable. D'un autre côté, voilà, c'est plutôt bien fait, c'est fabriqué en Chine. Ka-Bar fait toujours fabriquer ses étuis en Chine. Les couteaux sont fabriqués aux États-Unis, par contre ces étuis sont chinois. Bon, il a l'avantage, comme je l'ai montré tout à l'heure, d'avoir un petit espace, un piggyback ici, et puis une poche avec un soufflet dans lequel vous pouvez quand même mettre pas mal de choses. Bon, il a le mérite. C'est sûr que ce couteau-là mériterait un étui Kydex, vraiment. Il y en a beaucoup d'ailleurs, beaucoup de ses utilisateurs se font faire un Kydex. Alors par contre, il y a une chose intelligente sur cet étui, et ça, Ka-Bar, c'est la seule marque chez qui j'ai vu ça. C'est pour éviter d'avoir, comment dire, le couteau qui coupe la sangle là, parce que c'est un peu le défaut de tous ces étuis avec une sangle qui viennent tenir le manche. Ka-Bar a mis du velcro à l'arrière, et comme ça, quand vous l'ouvrez, hop, automatiquement le truc vient s'agripper, comme ça il reste à plat, et quand vous sortez la lame, vous venez pas toucher, vous voyez. Et ça, je trouve ça intelligent. Il suffisait d'y penser, c'est carrément intelligent. Pas au niveau du son, c'est pas très discret, par contre, voilà. La rétention est parfaite, ça fait un peu de bruit, mais pas trop. Et puis surtout ce système-là, parce que sinon, je l'ai utilisé pas mal, hein, ça se voit d'ailleurs, le coating tient plutôt bien. Mais je l'ai utilisé pas mal ce couteau, et
Avec le nombre de fois où je l'ai rentré et sorti de sa gaine, s'il n'y avait pas ce système-là, bah le petit bout de sangle, là, il serait déjà mort, quoi. Il serait déjà mort. Comme sur beaucoup d'étuis, c'est ce qui arrive en général. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce Ka-Bar BK9. Si je peux conseiller vraiment un gros couteau qui est vendu un peu plus de 100 € quoi, sur certains sites, vraiment, c'est une super bonne affaire. Vous pouvez pas vous tromper, quoi. Vraiment, vous pouvez pas vous tromper. Alors, par contre, maintenant, je vais parler de son petit frère, de son bébé, du Piggy, le BK13. Alors lui, bon, j'avais fait une vidéo dessus, mais bizarrement, elle fonctionne plus. C'est ce qui m'a donné d'ailleurs l'idée d'en refaire une. C'est que la vidéo que j'avais fait, j'avais fait une vidéo il y a un peu plus d'un an maintenant, sur ce petit couteau, et elle veut plus passer. C'est l'un d'entre vous qui me l'a fait remarquer, m'a dit oui, il y a la vidéo du Remora qui elle fonctionne plus. Alors je sais pas pourquoi. J'ai essayé de voir, mais impossible de la faire revenir, donc j'en refais une. Alors, ceci, c'est le Ka-Bar BK13. Alors c'est vraiment le petit couteau, hein. Il fait une taille ridicule. Il fait en longueur, il fait 13 cm. C'est drôle ça. Je pense pas que ce soit voulu de la part de Ka-Bar d'appeler son BK13 et de lui faire d'en faire un couteau de 13 cm. Il a une épaisseur de pas énorme. Il a une épaisseur de 3 mm 20. Il a une longueur de lame de 6 cm, ouais, entre 5 et 6 cm. C'est vraiment le petit couteau d'appoint. Bon, par contre, ce modèle, enfin le modèle en 1095, comme toujours chez les couteaux de chez Ka-Bar, quand vous les avez en sortie de boîte, c'est redoutable. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas besoin de les reprendre. Ils coupent tous super bien. Ça, ils sont très forts en affûtage chez Ka-Bar. Il est bon, vous pouvez mettre de la cordelette autour. D'ailleurs, il est un peu prévu pour ça, puisque vous voyez, il y a des trous pour passer des cordelettes un peu partout. Il est également fait pour être transformé en lance. Je crois même qu'il a été un peu pensé pour ça au départ. Vous fondez un morceau de bois, et puis ou alors vous utilisez les trous pour attacher ça sur un morceau de bois, et vous avez une lance parfaite. Il coupe super bien. Alors, je vais tout de suite faire un petit test. Un petit test avec du papier. Commencer. Ah, et je l'ai déjà utilisé, je ne l'ai jamais réaffûté. Hein. Ouais. Il accroche un petit peu, il mériterait de repasser un petit coup à la pierre. Mais voilà, il se débrouille super bien. Il se débrouille plutôt bien. Petit test sur du bois. Ouais. Allez, petit morceau de bois. Alors évidemment, c'est vraiment un couteau que vous utiliserez pour gratter un fire steel. Et encore, quoique, bon... il faudrait reprendre un peu la rate du dos là, qui est un petit peu arrondie. La prise en main, c'est, allez, je dirais 2 doigts et demi. Hein. Pas super confortable parce qu'il y a cette espèce de grosse garde là qui prend un petit peu trop de place. Ils auraient été un petit peu plus avisés de la faire un petit peu plus courte, un peu plus discrète pour qu'on puisse s'avancer un peu plus. Maintenant, il fait le job.
Il fait le job sans problème. Il a, comment dire, il a un bon tranchant, puis c'est du 10,95 quoi. Voilà, c'est pas du tout la même merde que l'autre. Alors si vous avez envie de l'acheter, faites attention à celui que vous achetez. Sur les sites qui vendent le modèle couleur acier, c'est du 440. Et c'est même pas du 440C, je crois que c'est du... je sais plus si c'est pas du 420C même. C'est encore pire. À vérifier. Si vous voulez l'acheter, achetez le modèle noir. Le modèle noir, lui, est en 10,95 Crovan. Et puis, bon, ben là, au moins, vous savez, avec ce logo-là, vous êtes sûr qu'il est fabriqué chez eux. Celui-ci est fabriqué aux États-Unis, alors que les autres sont fabriqués en Chine. Et ça fait une sacrée différence. Bon, je l'ai payé un petit peu cher, je trouve, pour un petit couteau comme ça. J'avais payé ça 34 ou 35 euros sur un site que je ne nommerai pas. Qui d'ailleurs c'est le seul à le vendre dans cette version-là. Parce que les autres sites ne vendent que l'ancienne version. À mon avis, ils ont des stocks et des vieux stocks à écouler. Ils n'arrivent pas à les écouler. Et ils vendent le modèle en acier 440, mais ils le vendent, je sais pas, 12 ou 15 euros, j'en sais rien, mais franchement, ça vaut pas le coup. Vaut mieux mettre 15 euros de plus et prendre celui-ci qui vous rendra quand même bien plus de service. Et honnêtement, il fait le job, quoi. Vraiment, il fait le job. Alors l'avantage, c'est qu'il est fourni. Il est fourni avec un étui merdique et une petite chaînette. Voilà. Petite chaînette et étui pour un port en tour de cou. Moi, je l'ai porté pendant un certain temps en tour de cou. C'est super discret. Ça, comment dire, ça pèse rien. Tiens, je vais tout de suite le peser. Alors, voyons voir un peu. Avec sa chaînette, son étui et le couteau, l'ensemble pèse. Pouh, pas possible ça. 48 grammes. Vous voyez un peu? 48 grammes. C'est une misère. Et le couteau seul, 32 grammes. Vous avez ça autour du cou. Vous portez ça autour du cou quand vous êtes chez vous, quand vous êtes dans une ville ou dans la vie courante. Puis quand vous partez en nature et que vous savez, je sais pas, vous décidez de prendre un autre couteau un petit peu plus gros, celui-ci, vous le mettez dans son étui dédié à ça. Vous voyez, passe complètement inaperçu. L'étui tour de cou, vous le foutez dans la pochette ou ailleurs, ou vous le prenez pas, vous n'êtes pas obligé. Hein. Et puis voilà. Alors cette pochette, elle a une bonne contenance. Hein. Comme vous pouvez voir, on peut vraiment... On peut mettre par exemple... qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Un peu de paracorde. Voilà, un couteau suisse. Et vous avez encore de la place. Ça. Vous avez encore de la place. Paracorde, couteau suisse. Vous pouvez mettre un couteau suisse beaucoup plus gros même. Vous avez de la marge, hein, parce que avant de remplir la poche, avant que le système de fermeture soit là, vous pouvez mettre quand même pas mal de choses. Hein. Vraiment, vous pouvez foutre des trucs... Tiens. On va essayer avec... J'ai jamais essayé d'ailleurs. On va essayer avec une bonne lampe de poche là.
Hop. Regardez ça. Vous êtes tranquille avec ça. C'est nickel. Vraiment, vous pouvez mettre un maximum de choses. Et il y a encore de la marge. Hein. Il y a encore de la marge. Vous voyez? Cette poche à souffler, elle a une super contenance. Vous pouvez mettre ma petite monoculaire. Si j'arrive à la rentrer. Ouais, il faut que je fasse un peu de place là. Merde. Pardon, excusez-moi. J'ai remarqué que j'avais tendance à être très vulgaire sur mes vidéos. Je dis beaucoup de gros mots. Et je m'en excuse. Je suis quelqu'un de si bien élevé en général. Voilà. Vous pouvez mettre voilà, une monoculaire. Bon, c'est pas l'endroit idéal vu comme je me fais chier à la rentrée, comme elle est en gomme. Comme je me fais chier à la rentrée, à la sortir, c'est pas ce que je mettrais plus. Par contre, lampe de poche, ouais. Ma lampe tactique, là, ma TK16. Si je vous conseille une lampe, celle-ci, excellente. Vraiment bien. Bon. Donc, pour récapituler, c'était une présentation super rapide de mon BK9 accompagné de son piggyback, le BK13. Tiens, je vais vous faire rapidement une comparaison de taille avec un autre couteau, gros couteau que j'aime bien, qui est nettement moins cher, qui est le... Merde, j'arrête pas de taper dans la caméra. Qui est le Kershaw Candice. Kershaw Camden. Super couteau aussi. Par contre, bon, acier, c'est du 65 Mn. Que vous serez obligé de reprendre assez rapidement, qui perd assez vite son tranchant. Par contre, pareil, la prise en main, c'est... Là, ils ont fait très fort. Kershaw avec... Pardon. Ils ont fait très fort avec ce couteau. C'est du plat de semelle. C'est du plat de semelle, mais le métal, on le voit pas jusqu'au bout, mais bon, ça va jusqu'au bout. Quand on regarde bien, ouais, vous verrez pas. Ça sert à rien que j'essaye de vous montrer. On voit apparaître le métal à l'intérieur. Donc a priori, le métal vient jusqu'au bout. Il y a un talon dépassant, mais en plastique. En fait, il suffit d'enlever ces vis là, et puis le manche s'enfile, hop, comme ça. Ça se démanche assez facilement, on peut le nettoyer, c'est plutôt pas mal. Bon, ça, c'est un couteau, c'est vraiment un chopper. Il sera moins polyvalent que celui-ci. Déjà, plus compliqué à réaffûter avec son recurve là. Mais redoutable en forêt. Je l'ai bien utilisé aussi, celui-là. Redoutable en forêt, et puis pas cher. Voilà, vous le trouvez autour des 40 € celui-ci. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'acier, c'est nettement moins bon. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Quand vous achetez un bon acier, il faut payer le prix. Ou alors acheter chinois. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long. C'était donc le BK9 de chez Ka-Bar. Excellent couteau que je conseille à tout le monde. Vraiment. Si vous n'en avez besoin que d'un, si vous cherchez un grand couteau
pour faire de multiples tâches en forêt, si vous passez beaucoup de temps en forêt ou si vous êtes un combattant et si vous arpentez les champs de bataille pendant toute l'année, c'est un redoutable outil de travail, ça. Vraiment très bon. Et puis son piggyback, le BK13, qui vaut le coup aussi, honnêtement. Ça dépanne bien. Et c'est vrai que il y a des petites choses que vous pouvez difficilement faire avec ce grand couteau là. Ça sera pas génial. Si vous voulez faire un peu de sculpture sur bois, celui-ci sera quand même plus adapté, quoi. Surtout qu'il coupe très bien. Et vous pouvez le rendre plus confortable en lui mettant de la cordelette. Voilà. Allez. Comme d'habitude, les recommandations habituelles. N'oubliez pas, sortez couvert. Allez vous balader. C'est le moment. Il fait beau. Il fait pas encore trop chaud. Faites attention aux tiques. Si vous allez vous balader dans les herbes, faites attention aux tiques. Cette saloperie, il y en a de plus en plus chaque année. Et protégez-vous contre ces saloperies. Là, mettez les pantalons, évitez les shorts. C'est la saison, là, elle commence à apparaître et ça, c'est redoutable. N'oubliez pas que ces saloperies véhiculent la maladie de Lyme. On en parle assez maintenant. C'est heureusement que maintenant on en parle parce que pendant des années on a ignoré le problème. Et donc si vous êtes père de famille, si vous avez des enfants et tout ça, faites attention à ça. Surveillez-les, et regardez-les en détail quand vous rentrez le soir à la maison, et regardez-vous en détail aussi pour voir si vous n'avez pas une saloperie qui s'est nichée à la pliure des genoux. Ça va toujours se fourrer dans des endroits où vous ne les remarquez pas tout de suite. Voilà, allez, à bientôt, et puis prenez soin de vous. Ciao, ciao.